Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un endroit où les rêves sont aussi vastes que le ciel ouvert, un jeune homme venu de Côte d'Ivoire cherchait une vie meilleure. Comme tant d'autres, il était animé par l'espoir, les opportunités et la possibilité de devenir plus que ce qu'il avait connu. Mais parfois, le chemin vers un rêve peut devenir un piège. Attiré par la promesse d'un emploi, il a quitté sa maison et sa famille, traversant les frontières, pour se retrouver pris dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Un système sombre, oppressant, qui exploite l'ambition et la confiance. Ceci est l'histoire vraie d'une résilience face à la tromperie. C'est aussi un avertissement sur la face cachée de l'esclavage moderne au Nigeria. Mon nom c'est Djagui Stéphane, jeune Ivoirien d'Ida de Lakota. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au Nigeria, où j'ai été retenu comme esclave pendant un bon moment au niveau du Nigeria. L'année passée, dans le mois de décembre. Comme beaucoup de jeunes Ivoiriens, Stéphane travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille entre espoir et difficultés quotidiennes. Pour commencer, je travaille à Oumé comme commercial à Wave d'abord pour commencer. Et après, je travaillais à Orange et je me débrouillais un peu, mais ça allait. J'arrivais à me défendre, à nourrir ma famille et tout, à faire mes trucs, à mes petits besoins. Puis un jour, il a reçu un appel qui allait changer sa vie. Un jour, il y a un ami, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé à Wave dans le temps, en 2020-2021. C'est lui qui est rentré en contact avec moi. Il m'a dit qu'il était au Nigeria, qu'il travaillait là-bas et que ça allait pour lui, et qu'il se débrouillait bien, qu'il s'en sortait, il gagnait son pain. Et comme actuellement, c'est vrai qu'on travaille, mais quand quelqu'un te dit, en Côte d'Ivoire là-bas, tu travailles où? Ton salaire c'est quoi? Et quand tu lui dis ton salaire, mais il connaît déjà. Il dit, ah, ici, là, moi, voilà ce qu'il gagne. Il gagne au moins 600 000, 500 000 francs par mois. Je me suffis, ça va. Donc, l'essence, il a commencé à échanger avec moi. On échangeait surtout, ça allait, c'était bon, c'était juteux. Il m'a rappelé, il m'a dit non, est-ce que s'il y a du boulot au Nigeria ici, là, est-ce que tu peux venir? Donc, on est resté en contact comme ça, on causait de temps en temps, jusqu'à ce qu'un jour, il me rappelle, il me dit, ah Joe, par rapport à travail, tu avais dit là, ça t'intéresse toujours parce qu'il y a des amis qu'on doit affecter dans les autres pays et il y a des postes qui seront vacants à notre niveau aussi là. Et s'ils vont lancer un recrutement, mais je ne sais pas si ça t'intéresse. Il dit, non, mais si on lance le recrutement, il n'y a pas de problème, je peux aller. Ce qui paraissait d'abord comme un simple conseil amical allait bientôt devenir une véritable opportunité. Mais Stéphane devait agir vite. Jusqu'à ce qu'une nuit, à 23h, 22h, il m'appelle, il m'envoie un message. Ah, par rapport, je suis arrivé un peu tard du boulot, donc puis il est tourné un peu avec des amis là-dedans, il vient de rentrer, mais ils m'ont parlé de boulot là. Ils m'ont parlé de ça, eux qu'ils ont demandé des dossiers. Est-ce que tu peux m'envoyer tes dossiers la nuit? Comme demain matin, il va au travail, je vais déposer tes dossiers. Ah, qu'est-ce que je vais voir? Donc j'ai essayé de rassembler les différents papiers qu'ils m'avaient demandé. J'ai même appelé ma maman, qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé ces papiers. Donc elle m'a envoyé ces papiers, j'ai pris, j'ai introduit dans les dossiers, je lui ai envoyé. En attendant que sa candidature soit traitée, l'ancien collègue lui a conseillé de prier pour que cela fonctionne. Ses prières ont rapidement été exaucées. Une semaine plus tard, il a reçu un appel avec de bonnes nouvelles. Un numéro du Nigeria qui m'appelle. Bonjour, c'est M. Djagui. Ok, vous avez votre dossier à notre niveau ici. Vous avez été retenu pour un poste de contrôleur magasinier, un truc comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine ou bien dans ces 2 jours, on va vous rappeler pour faire un entretien en ligne. Comme vous êtes loin là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'étais là. Une semaine après, on m'appelle pour l'entretien. Je fais l'entretien en ligne, on me pose des questions auxquelles je réponds tranquillement, ça passe. Et 3 jours après, on m'appelle pour dire que tu as été retenu pendant l'entretien. Pour t'apprêter à venir au Nigeria pour pouvoir travailler. Partir dans un autre pays n'était pas simple. On lui a dit qu'il devait réunir entre 500 000 et 600 000 francs pour les frais. C'est combien t'ont demandé? Ça allait dans les 500 000 et quelques, 600 000 même. Il dit, ok, il y a fort. Est-ce qu'on va grouiller? Mais moi, pour le moment, je n'ai pas l'argent. Il dit, ah, il faut te débrouiller, il faut appeler peut-être le vieux, la vieille. Ils vont te compléter, tu vas venir, elle a l'argent. Il dit, ah, la vieille, là, elle a l'argent, elle est là. Personne n'a l'argent. Mais le vieux, mais le blé, il n'a pas l'argent. Lui, mais il se cherche. Qu'est-ce que on va voir s'il a pu avoir, il est venu. Donc, dans mes démarches, dans mes petites économies que j'avais, commencé à coller, rassembler l'argent, vendu ce que je pouvais vendre chez moi, moto, télé, tout chez moi, tout vendu.
tout. Il vous dit pratiquement tout. Il est tout vendu chez moi. Même matelas est vendu. Pour pouvoir rassembler l'argent. Tout l'argent. Une somme de moins 600, 700 000 francs avec lequel je suis parti au Nigeria. Sans compter mon transport. L'argent en main, Stéphane a pris un bus d'Abidjan en direction du Benin. Là, il a rencontré un homme que son ami avait présenté comme celui qui l'aiderait à passer au Nigeria. Dès qu'il est arrivé, mon ami, je pense qu'il est mon ami, il m'appelle encore, il me dit « Ah, comme je t'ai dit, pour rentrer au Nigeria, c'est pas facile là. Ton argent que tu es venu, comme il a dit, venir au moins 700 000. Et ton argent que tu es venu avec ça là, si tu rentres au Nigeria et que les policiers nigériens te fouillent et qu'ils voient l'argent sur toi, ils vont tout prendre ton argent. Et puis, tu vas pas, voilà. Donc, pour que tu puisses rentrer ton argent sain et sauf au Nigeria, il faut remettre ton argent à celui qui a te fait traverser là. Et arriver au Nigeria, arriver à la première ville ici où je suis là. Il va te remettre ton argent. Tu vas rentrer. Dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur donne mon argent. Ils ont bien traversé la frontière. Mais les postes de police allaient être le moindre de ses soucis. Mais pendant qu'on devait maintenant aller emprunter un autre véhicule, les deux gars qui sont venus me chercher là, il y a un qui a disparu. Il demande à l'autre, il dit non, ils sont au Bénin comme ça, comme il y a sa chérie là-bas, là, il s'en va derrière elle. En temps, c'est mon argent que j'avais remis au chauffeur qui leur a remis l'argent là. C'est cet argent-là que ce dernier-là a disparu avec. Désormais à la merci de ses contacts, sans argent, Stéphane n'avait pas d'autre choix que de continuer, en espérant que le travail promis était réel. Il m'a dit qu'il devait venir travailler au port à Pata de Lagos en tant que chef magasinier. On va me payer 550 000 francs par mois. Mais il a commencé à avoir des soupçons quand on l'a emmené dans un hôtel pour rencontrer son ancien collègue, Jules. Donc on arrive à l'hôtel, j'arrive à l'hôtel. Le troisième monsieur avec qui on était dans la chambre d'hôtel, son comportement et puis sa manière de communiquer maintenant a commencé à me tiquer. Il a commencé à soupçonner des choses. Parce qu'il y a un peu seulement les deux sortes sont causés dehors et ils m'enferment dans la chambre d'hôtel. Ils sortent, ils sont au dehors, ils sont causés, ils reviennent. Ils me disent non que l'argent qu'ils ont envoyé par rapport au dossier du travail là, ça ne suffit pas. Et que ça ne suffit pas comment? Là, l'autre là qui m'ont dit, ça fait 500 quelques mille. Moi, vous avez actuellement 600 000, 700 000 avec vous. Donc pourquoi ça ne suffit pas? Il dit non, que c'est 600, c'est 720, 740 000 francs. Il dit non, pourquoi? Il dit non, que c'est ça. Donc on demande à ce que ça soit complet pour que demain on puisse aller faire l'entretien. Il dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce que mon ami m'a dit. C'est pas ce que c'est ce qu'il m'a dit. Donc quand ça m'a énervé, il a appelé automatiquement. Comme j'avais la connexion de l'hôtel où je me suis connecté, j'ai commencé à envoyer des messages à ma maman. Après ça, le wifi de l'hôtel, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont allés dire. Ils ont coupé le wifi de l'hôtel sur moi. Donc il n'y avait plus de connexion. Il n'était plus en contact avec ma famille. Nous sommes restés à l'hôtel jusqu'à matin. Nous avons dormi. Ils ont dormi. Moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pratiquement pas dormi la nuit jusqu'au matin. Et quand le lendemain matin, nous sommes levés, je leur ai dit, ah, cette histoire, ça commence à devenir bizarre. Moi, je ne comprends plus rien. Donc moi, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Après avoir pris son argent, c'est sa liberté qu'on lui a retirée. L'autre que je ne connaissais pas, lui, il est sorti, il nous a enfermés dans la maison et il est parti. Et donc, il a commencé à m'engueuler avec mon ami que je connaissais dans la chambre d'hôtel. Nous sommes battus, et tout. Et il essayait de forcer la porte pour sortir, mais la porte était fermée. Donc, il n'a pas pu sortir. Je suis resté là. Il a commencé à dire non, si tu sors qu'ici, ils ont qu'un voleur, les Nigériens ils vont tomber sur toi, ils vont t'agresser, ils vont te tuer. Donc, si tu t'amuses à sortir là, ils vont tuer les voleurs et puis ils vont t'agresser. Donc, je me suis calmé. Je l'ai attendu. Quand ils sont arrivés, pendant que lui montait à l'hôtel, il y a maintenant le patron qui l'a appelé pour dire s'il ne veut pas là, il va envoyer les gens pour venir le chercher. Donc, pendant que lui causait, j'entendais la voix de la maison. Quand la voix a dit, il va envoyer des gens pour venir le chercher, il a dit, mais qui vient chercher qui? Qui envoie qui pour venir chercher qui? Mon sang a commencé à monter. Furieux, confus, enfermé comme un prisonnier, on lui permet d'utiliser le Wi-Fi pour demander encore de l'argent à sa famille. Il est ensuite emmené dans un autre hôtel où les choses tournent encore plus mal. On allait directement là-bas. On arrive, là, gars, on descend, je vois, c'est encore un hôtel. C'est là qu'il a dit non, que je ne peux plus entrer dans l'hôtel. Donc j'avais mon sac à dos et ils sont entrés dans l'hôtel avec ma valise. Et donc, dès que les ai vus rentrer dans l'hôtel avec ma valise, moi je me suis retourné.
J'ai commencé à marcher, me dépêcher pour fuir, genre, partir où je veux. Automatiquement, quand ils sont sortis, ils ne m'ont pas vu. Ils ont emprunté des motos, ils ont commencé à me chercher, puis ils m'ont rattrapé, ils m'ont pris. Donc, quand ils m'ont rattrapé, ici, on fut rentré dans le magasin d'un Nigérien. Le gars, automatiquement, il m'a renvoyé, il m'a chassé. Il m'a dit de sortir. Il m'a même chassé avec une machette de sortie de chez lui, que lui ne veut pas faire. Donc, je suis sorti de là, ils m'ont pris, ils m'ont renvoyé à l'hôtel là-bas, ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Il y avait un monsieur devant moi, qui a commencé à me parler en anglais, poser des questions en anglais. Il lui a dit, ne maîtrise pas anglais, que moi, il parle français. Finalement, un homme commence à lui parler en français, d'entreprise en ligne et de marketing de réseau. Le gars a commencé à me poser des questions en anglais, où je lui ai dit que je ne maîtrisais pas anglais, que je comprends français. Il dit non, que je suis venu d'un pays anglophone, donc je dois parler anglais. Donc, il a commencé à me poser des questions en anglais. Donc, je répondais avec mon anglais que je maîtrisais. Jusqu'à ce que, lui, il a vu que ça n'allait pas, donc il m'a repris. Il dit non, donc on va continuer en français. J'ai dit des choses, c'était un truc de commerce en ligne, marketing des réseaux et tout. Je ne comprenais rien. Donc, il a parlé. Donc, quand il a fini de faire son exposé, il m'a dit, pour finir, pour clore le débat, c'est pourquoi tu es venu ici, là. C'est pourquoi on t'a dit non que tu venais travailler au port. C'est pas au port que tu venais travailler. Et que tu venais faire un service qui est le QNet. Stéphane avait été embarqué de force dans un système agressif de marketing de réseau appelé QNet. En gros, on l'obligeait à acheter un produit médical appelé Biodis, qui coûtait 740 000 francs. C'est un truc, quand on met dans l'eau, que tu bois l'eau, ça guérit, on tue ça dans les trucs de médecine. Je n'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas. Son travail, ensuite, consistait à faire venir 2 autres personnes, qui elles-mêmes en ramèneraient 2, et ainsi de suite dans une chaîne d'arnaques sans fin. Même après avoir dit à ses nouveaux employeurs qu'ils n'étaient pas intéressés, Stéphane n'a pas été autorisé à partir. Il a été emmené dans la maison. Arrivé chez eux, c'est une villa qui loue. Quand ils ont ouvert le portail de la villa, quand je suis rentré dans la villa, j'ai trouvé plus de 20 et quelques personnes, femmes comme garçons, que j'ai trouvées là-bas, qui étaient dans le même cas que moi. Eux aussi, on les a promis à certaines filles de travailler dans les supermarchés, pour d'autres dans les salons de coiffure, pour d'autres dans les salons de beauté, pour d'autres dans n'importe quoi. Toutes ces personnes étaient victimes de la même escroquerie et étaient maintenant piégées. Certains étaient venus avec 2 millions, d'autres 3 millions. Les conditions dans la maison étaient inhumaines. Et quand quelqu'un tombait malade, il n'y avait aucun soin réel. C'est passé les 2 jours, 3 jours, le voyage, j'ai piqué une crise de palu et j'ai fait 2 semaines de palu. Et je vous dis une chose, des gens qui disent ont l'argent au Nigeria et qu'ils gagnent l'argent dans QNet au Nigeria, je vous jure, les 2 semaines de palu que j'ai fait là, je vous dis ce que on me donnait comme médicament. Vous n'allez pas croire, mais c'est la pure vérité. Si je mens, Dieu m'est témoin. Il y a l'un de leurs responsables qui part, il va en brousse, il coupe les feuilles. C'est pas ce qu'elle plante. Il a coupé des feuilles qu'il a pilées. D'après lui, c'est médicament de palu. Il a fait comment? Il n'a pas envie de mourir. Donc j'ai bu le premier jour. Stéphane se demandait s'il allait mourir. Même s'il n'a jamais été directement menacé, il sentait le danger. Il est rendu toute la journée. Ça a amplifié ma maladie. Donc le 3e jour, il a refusé de boire. Il m'a dit non, s'il ne boit pas, c'est pas son plaisir. Il a dit ok, j'ai laissé de boire. Après, c'est passé, le palu a diminué, c'est calmé et je me suis retrouvé. En plus de la maladie, les gens souffraient de malnutrition. De l'eau, là, comme c'est de l'eau gratuite, on arrivait à boire. Mais tu ne manges pas. Et quand ils veulent donner un peu à manger, ils vont au marché, ils vont acheter du gari jaune, on appelle ça gari jaune. C'est un gari, tu vois comme pour Côte d'Ivoire, c'est un autre modèle de gari où eux, pour eux, on met un peu d'eau, juste un peu d'eau, et on mélange, on laisse reposer un peu, ça devient comme de la tiquée. Et dedans, ils mettent un peu de sel, ils mettent du sel, un peu de cumin, un piment. On n'est pas dit qu'on pile piment, mais on fait une boule de piment, on dépose dessus. Si tu as cœur de moyen piment, tu manges avec. Si tu n'as pas cœur de moyen, tu manges ça simple comme ça. 1 kilo de gari, là, pour au moins 20, 30 personnes. C'était comme ça, chaque soir à 21h. Si on a pu avoir. Sinon, si on n'a pas pu avoir, on reste comme ça, on dort comme ça, pendant tout mon séjour là-bas.
Refuser de travailler pour les escrocs entraînait des punitions supplémentaires. Et comme il refusait de faire le service, ils ont bloqué mon téléphone pendant 2 semaines. Je n'étais pas en contact avec ma famille. J'étais obligé de négocier. Quand ils m'ont remis mon téléphone, et je leur ai demandé la permission de me libérer, de me laisser partir, ils ont encore récupéré mon téléphone pendant que je dormais avec tous mes papiers, ma carte d'identité et tous mes papiers. Et depuis le 22 décembre, ils ont bloqué, c'est là ils ont pris tous mes papiers et ils ont gardé jusqu'à le 6 janvier. Après des semaines de privation, Stéphane a craqué et a accepté de faire le travail. On l'a alors emmené à Le Bureau pour suivre une formation dans une petite villa où il y avait 36 autres détenus, dont 9 femmes. Lorsque je suis arrivé dans la maison, comme ils appellent bureau d'après eux, sinon ça dit dans une petite villa où on était 36 personnes détenues, 9 femmes et le reste c'était des garçons. Les filles, elles avaient leur chambre, qui était une petite chambre, où même elles ne contenaient pas. Elles n'arrivaient pas à passer, c'était une petite chambre. Elles sont 9 personnes, n'arrivent même pas à dormir. Il y en a d'autres qui venaient dormir dans l'allée de la maison. Nous les garçons, on avait une petite chambre aussi où nous tous on dormait dans un petit salon où on était sur le bois. Il y a d'autres même qui dorment à même le sol, sans natte, sans pagne, sans rien. Ils se couchent simplement sur le carreau jusqu'à tout ce qui est laissé là-bas. Là. C'est comme ça qu'ils sont là-bas. Une journée de travail dans ce bureau était tout sauf normale. Et on dort comme ça à 6 h du matin. On nous réveille pour faire une formation qui dure plus de 4 heures. De 6 h jusqu'à 10 h, souvent même 11 h. Après ça, nous sommes là, on tourne dans la cour. On ne sort pas, on ne peut pas sortir. Malades ou affamés, les détenus étaient livrés à eux-mêmes. Qui est l'un de leurs responsables qui est habité à sortir. Quand on veut payer quelque chose, ceux qui ont appelé leurs parents, qui ont un peu d'argent, qui veulent payer un pain pour manger, c'est ce dernier-là à qui on donne l'argent pour payer, même l'eau, payer, même temps, payer. Et nous tous, on était livrés à nous-mêmes. Tu es malade, c'est toi-même. Tu as faim, c'est toi-même. Quand tu as faim, on te demande, il faut appeler. Ils appellent ça plan B. Ils appellent, tu vas faire plan B. Plan B, c'est quoi? Appeler ton parent. Au lieu de t'envoyer l'argent, tu vas manger. Ils vont t'envoyer 5 000. Ton parent va réprimer ta conjointe va t'envoyer 5 000. Mais ce ne sont pas seulement les détenus qui souffraient. Leurs familles aussi. Ils te disent que de dire à ton parent que tu travailles, mais pour le moment, tu as perdu. C'est-à-dire, tu crées une situation quand tu as perdu tes papiers, tu viens de perdre ta carte de retraite, donc tu vas faire des retraites, donc tu as besoin de l'argent sur ton puce pour échanger, pour pouvoir manger. Aveuglés par l'idée d'une vie meilleure, des centaines, voire des milliers de personnes sont tombées dans cet esclavage moderne au Nigeria. Et comment ça marche? Je vous explique pour ceux qui sont encore en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui ont des personnes qui peuvent les contacter. Comment ça marche? Vous avez une personne qui vous dit qu'il est au Nigeria et qu'il travaille là-bas. Il va vous dire simplement que ça va chez lui, qu'il a du boulot pour toi. Je vous jure que c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est parce que je suis là, ça fait un petit bout de temps qu'il y a un peu la chair sur la peau. Sinon, si vous m'aviez vu lorsque je suis arrivé, les premiers jours en Côte d'Ivoire, si c'est en ce moment, je faisais cette vidéo. Mais il y a des vidéos que je vais vous présenter. Vous allez regarder. Sinon que c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est de la misère. Après avoir été refusé plusieurs fois pour rentrer chez lui, Stéphane a commencé à préparer son évasion avec un petit garçon, aussi originaire d'Abidjan. On a commencé à se renseigner sur certaines choses, comment, quand on va sortir, comment retirer l'argent nous-mêmes, ne pas avoir des problèmes quand on sera dehors et tout. Donc on a pris toutes les informations qu'on pouvait récolter. Toutes les informations qu'on avait, on notait ça, tout de suite des bouts de papier qu'on cachait un peu partout dans nos sacs, dans nos effets. Le 6 janvier, les ravisseurs lui rendent son téléphone et Stéphane décide de commencer le travail. Ils m'ont appris le boulot en question, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour appeler ceux que je dois appeler pour qu'ils viennent pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mais une seule chose restait dans sa tête, fuir. Lorsque ils m'ont remis mon téléphone le lundi, le mardi, le mercredi automatiquement, le matin,
Nous avons fait sortir nos affaires pour dire, moi et mon petit, on avait planifié un truc, on avait déjà appelé notre truc la nuit pour dire non, on va laver nos habits. Donc, on a fait sortir nos habits le matin pour dire, on va rendre nos habits propres. Donc, si c'était là, on a dit, on va laver nos habits derrière la maison. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez laver vos habits derrière la maison. Donc, pendant que d'autres étaient devant la grande cour et nous, on était derrière la villa, nous avons jeté nos sacs à dos parce qu'on a fui seulement, on dit, je vous précise la chose, on a fui seulement, moi j'ai fui avec mon sac à dos, mon petit, lui-même il n'avait plus de sac, mais parce qu'il a fait 1 an là-bas. Donc son sac avec lequel il est parti, là, tout est gâté. Donc c'est dans les sachets qu'il mettait ses habits qu'il portait. Donc c'est les sachets là qu'il avait sortis comme si tous ses habits étaient sales. Donc ce sont ces sachets là qu'il a pris pour sortir. Donc moi, ma valise qui est restée là-bas, et c'est un petit sac à dos, il y a mis quelques habits dedans, et c'est ce sac à dos là qu'on a jeté derrière la clôture, et nous avons sauté la clôture à l'aide d'une chaise qu'on avait mis près de la clôture, et nous avons escaladé la clôture, et nous avons fui à grandes jambes, et nous avons rejoint le premier point de taxi-moto qui était dans notre site, dans notre secteur. Et lorsqu'on a rejoint le premier point de taxi-moto qui était dans notre secteur, on a emprunté. Et nous sommes débrouillés jusqu'à arriver au Bénin. Par l'aide aussi d'un taxi-moto qui était au Bénin, avec qui j'ai échangé de temps en temps, qui m'a aussi aidé, qui nous a aidé au moins à pouvoir joindre le Bénin. Un contact amical les a accueillis chez lui au Bénin. Il m'a fait souscription Internet où j'ai appelé des amis et des frères qui m'ont envoyé de l'argent, de transport, pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, quant à son compagnon de fuite, mon petit avec qui j'ai fui le Nigeria, lui, jusqu'à présent, aujourd'hui, le 20 février, il est encore au Bénin. Pour défaut de transport, il est encore au Bénin. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, la vie reste difficile pour Stéphane et il porte encore les séquelles de sa captivité. Maintenant, moi, personnellement, j'ai un souci. Pendant qu'on était là-bas, j'ai eu un mal qui fait que je n'arrive pas à me déplacer. Il y a un souci au pied qui fait que je me déplace difficilement. Donc, depuis que je suis arrivé, je ne travaille pas. Et même, j'ai perdu le travail que je faisais ici. Et même s'il pouvait avoir encore du boulot, mais je n'arrive pas à marcher. Parce que j'ai eu un problème avec la mauvaise alimentation que j'ai eue là-bas. Là. Il n'a également aucun moyen d'aider son ami resté au Bénin. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à me déplacer. Donc, c'est difficile pour moi de pouvoir l'aider jusqu'à présent. Donc, il est encore là-bas. Qu'est-ce que tu veux pour toi et pour lui? Ce que j'aimerais pour moi et pour lui, moi personnellement, j'ai tout perdu. Parce que effectuer ce voyage-là, ça a fait que je n'ai plus rien, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de boulot, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien et il y a un problème de santé. Donc si l'État pouvait m'aider à me soigner et puis à me chercher un peu du boulot, quoi, pour que je puisse reprendre ma vie d'avant. Okay? Et mon petit qui est là-bas, on peut lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire et aussi lui chercher du boulot pour qu'il puisse aussi reprendre sa vie d'avant. Parce que actuellement, avant-hier, j'ai échangé avec lui et là, lui-même là-bas aussi, il est tombé malade et il ne se sent pas bien. Donc, c'est difficile pour lui. Okay, c'est très difficile pour lui. À tout moment, il m'appelle, il m'envoie des messages. Il n'a pas de téléphone, il se débrouille pour demander le téléphone des gens avec qui il croise. Comme il a mon numéro, qu'il a écrit sur mon un bout de papier et il m'envoie des messages sur WhatsApp. Et donc, si on pouvait l'aider à rejoindre son pays pour qu'il puisse rejoindre sa famille sain et sauf. Malgré les apparences, Stéphane et son jeune ami font partie des plus chanceux. De nombreux Ivoiriens sont encore retenus et forcés à travailler au Nigeria. Pour ce que j'ai vu dans mon bureau, il y avait 36, avec lui et moi, ça fait 36 Ivoiriens dans le bureau où j'étais. Mais comme lui, il a duré là-bas, l'information qu'il m'a passée, lui-même il a plus d'informations parce qu'eux, ils ont un peu, de temps en temps, le rat sortait pour aller faire des formations dans d'autres bureaux
on les prenait pour aller les faire. Donc, il m'a dit simplement qu'il y a plus de 60 bureaux comme pour nous là, dans tout le Nigeria. Donc, 60 bureaux, nous on était 36. Donc, si on peut prendre même 35 personnes par bureau, multiplié par 60 bureaux, ça fait beaucoup de personnes qui sont détenues là-bas, au Nigeria. Femmes comme garçons.